not to be? That is the question. Donc, la question c'est ça, est-ce que finalement, donc, la logique de Parménide à Malebranche passe par justement passer de la question de l'être, du non-être, etc., pour la réfuter au motif que vous allez nous expliquer, après une enquête serrée, justement pour passer à la recherche de la vérité et par le biais de la pensée grecque des mathématiques. Oui, je crois que c'est pas tout à fait ça. C'est pas ça. Bon, alors très bien. Pas tout à fait, pas tout à fait. Non, pas tout à fait parce que en vérité, moi-même, je considère que la question la plus fondamentale, en un certain sens, en tout cas la plus originaire de la philosophie, c'est tout de même bien la question de l'être. Donc, je ne prétends pas substituer la question de la vérité à la question de l'être, en tout cas. Ce que je propose de dire, c'est plutôt qu'il y a une autre manière d'envisager la question de l'être qui permet, même exige, une nouvelle conception de la vérité. Ça fonctionne comme ça dans cet ordre. Alors, pour ce faire, je voulais, dans ces années-là, les années 80, le début des années 80, entre 82, 83 et 86, 87, je voulais étudier le dossier historiquement. Je voulais voir comment on pouvait suivre cette question, ou les questions, dans les origines classiques de la philosophie. Et donc j'ai entrepris de faire une série de 3 séminaires successifs sur la question de l'être. Alors, le premier a été le séminaire sur Parménide, dont nous allons parler. Le deuxième a été le séminaire sur Malebranche, dont j'ai parlé. Et le troisième a été un séminaire sur Heidegger. Alors, cet ordre est l'ordre historique, c'est vrai. Parménide de loin le plus vieux, Malebranche est de loin le plus méconnu, et Heidegger de loin le plus suspect. Voilà, mais ceci dit, ils sont dans l'ordre historique. Alors j'ai sous-titré ces séminaires, mais c'était ce qui était déjà le titre donné. Premièrement, Parménide, la question ontologique, proprement dite, c'est-à-dire Parménide comme celui qui se propose de dire quelque chose sur l'être, dans un grand poème, resté particulièrement fameux, bien qu'il ne nous en reste que quelques morceaux. Ensuite, Malebranche, qui est la forme sans doute la plus remarquable de la conviction que la question de l'être, c'est en réalité la question de Dieu. Il y a cette longue période dans laquelle, en définitive, la question de l'être est ramenée, concentrée dans la question de l'être suprême, ou de l'être qui est absolument être, et qui est Dieu. Et j'avais choisi Malebranche au milieu de beaucoup d'autres, parce que c'est tout de même aussi la conviction de Descartes, c'est en un certain sens la conviction de Spinoza, c'est celle de Leibniz, c'est celle de tous les grands philosophes de l'époque classique, pour ne rien dire des philosophes du Moyen-Âge. Pour tous ces philosophes-là, l'être, la question de l'être, c'est en définitive la question de Dieu. J'ai choisi Malebranche parce que c'est celui qui va le plus loin dans cette voie, puisque non seulement pour lui la question de l'être c'est la question de Dieu, mais c'est la question d'un Dieu très particulier, très défini, historiquement défini, c'est le Dieu du catholicisme romain. Et donc Malebranche, c'est la figure extrême de cette vision, puisque c'est quelqu'un qui inclut dans la philosophie elle-même tout le protocole d'une religion particulière. Et notamment la question du Christ, la question de l'Église, la question de la résurrection, tout ça est intégré dans un dispositif philosophique. Et puis alors, Heidegger, on en parlera ici l'année prochaine, probablement. Heidegger, il vient en bout de course. Il vient en bout de course parce que c'est celui qui dit que la question de l'être est la question qui a été oubliée, en réalité. Précisément parce qu'on l'a recouverte par
la question de Dieu. Et pour bien expliquer ce recouvrement oublieux de la question de l'être dans la question de Dieu, eh bien, il revient à Parménide. C'est pour ça que ça achève quand même cette trilogie, puisqu'elle s'achève sur un retour à Parménide qui d'une certaine façon, faisait une boucle. Parménide, pourquoi? Parce que Parménide, c'est celui chez qui la question est réellement posée au petit matin, à l'aurore, alors que dans la nuit dans laquelle nous sommes, la question a été complètement recouverte, oubliée et forclose. Voilà. Donc c'était ça le sens de cette trilogie. Alors là-dessus, je commence par Parménide. Alors, Parménide, c'est la figure du père. Voilà. C'est le père. Voilà. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Parménide, dirait Lacan, c'est le nom du père. C'est le nom du père, pourquoi? Parce que c'est le plus ancien à avoir formulé dans la langue grecque de la philosophie des premières propositions qui concernent l'être. Et puis c'est aussi le père, il l'est devenu rétroactivement, puisque quand Platon écrit le Sophiste, il trouve bon d'expliquer qu'il va réfuter Parménide, et que ça, dit-il, c'est un parricide. Donc, aux yeux de Platon, c'est acquis que Parménide, c'est le père. Pour Malebranche, c'est certainement pas le père, Parménide, parce que notre père est aux cieux. Hein. Et par contre, pour Heidegger, de nouveau, c'est la figure aurorale, créative, et donc, finalement, cette histoire de Parménide, c'est l'histoire d'une paternité, d'un parricide, et d'une paternité restaurée à la fin des fins, dans des conditions douteuses. Paternité peut-être déjà atteinte et malade. Alors, voilà pour situer Parménide. Alors, moi, mon problème à propos de Parménide, c'est la question exactement suivante, c'est en quel sens peut-on réellement soutenir que Parménide est, sinon le père, du moins une figure ou un nom propre, fondamental du commencement de la philosophie. Comment, dans sa manière de présenter la question de l'être, Parménide peut, en effet, on peut valider Parménide comme étant celui qui commence le vaste discours qu'on appellera ensuite philosophie, parce que lui, il n'appelait pas du tout philosophie. D'abord, il écrit un poème, on le connaît sous le nom du poème de Parménide, c'est écrit en vers grec, et en plus, il nous en reste, j'insiste, que des petits morceaux, eux-mêmes suspects ou réécrits peut-être, enfin en tout cas un texte extrêmement incertain. Alors, quand je prends cette question, c'est dans mon souci propre de faire l'histoire de cette question de l'être, de manière à proposer, moi, ma propre solution, évidemment. On n'est pas là pour simplement passer la main dans le dos des autres. Hein. Il faut quand même aussi en venir à dire, le philosophe qui a enfin réglé cette question qui est en suspens depuis 2 millénaires et demi, c'est moi. Et c'est bien ce que je fais dès le début de l'être et l'événement, avec une bravoure exceptionnelle, mais qui sera évidemment considérée comme un orgueil inexprimable par mes successeurs innombrables, qui dans 2500 ans referont tout ce cycle de Parménide, où j'occuperai une place, j'espère, honorable, avant que Parménide revienne de nouveau au début, avec un Heidegger bis, encore plus suspect que le précédent, puisque je ne crois pas du tout à la mort de la philosophie. Eh bien, le fait qu'elle puisse mourir plusieurs fois n'est pas du tout incompatible avec son éternité. Elle est éternelle, ça peut inclure qu'on meurt plusieurs fois pourvu qu'on ressuscite. Alors, mon problème c'était donc le suivant, c'était qu'est-ce que c'est que ce commencement finalement? Et pourquoi Platon, et même en un certain sens le terrible Aristote, consentent à dire que c'est vraiment un commencement, c'est vraiment une exception. Alors, la démarche est au fond, je veux simplement vous raconter la démarche générale, la démarche est au fond assez simple. Je commence par le plus évident, c'est-à-dire dire, voilà, Parménide serait le commencement de la philosophie pour la raison qu'il a posé la question de l'être, le problème de l'être.
Et alors, je constate immédiatement que ce raisonnement est tout de même contredit immédiatement par le fait que, et j'en donne des preuves, des citations, d'innombrables textes égyptiens, chinois, tibétains, etc., posent la question de l'être et du non-être bien avant Parménide. Et on a des textes indiens ou égyptiens qui peuvent remonter à un millénaire avant Parménide. Donc si c'est simplement de la question de l'être qu'il s'agit, pourquoi ne pas dire que la philosophie a commencé en Égypte, en Inde, et pourtant on ne le dit pas, vraiment. Et aucun des philosophes de la tradition occidentale ne dit « je suis le descendant de l'Égyptien qui, sous Aménophis IV, a commencé à dire l'existant et l'existant qui existe parce que l'être non existant le fait exister, etc. » Des textes magnifiques qui ressemblent beaucoup à du Heidegger d'ailleurs, et qui sont néanmoins extraordinairement plus vieux. Non seulement que lui, ça c'est sûr, mais que Parménide lui-même. Alors, j'en déduis que ce n'est pas parce que Parménide parle poétiquement de l'être et du non-être qui peut être considéré comme le premier philosophe. Ça n'est pas une argumentation tenable, d'autant moins que, après tout, on pourrait dire, ces Égyptiens, ces Indiens en parlent sur un ton poétique et mythique, mais Parménide aussi. Parménide aussi, il écrit un poème et puis il commence par « la déesse m'a convoqué, ça reste une révélation, elle m'a parlé, elle est venue sur ses grands chevaux, etc. » Ça débute exactement comme une histoire rocambolesque de type création du monde où la tortue se transforme en éléphant, qui elle-même se transforme en être en tant qu'être. Bon. Mais c'est finalement pas de ça qu'il s'agit, et donc ça c'est le premier mouvement. Le mouvement qui congédie, en un certain sens, une partie déjà du dispositif de Heidegger, il faut bien le dire, à savoir l'idée que Parménide est premier, auroral, parce qu'il a parlé de l'être et du non-être. Heidegger dit même explicitement parce qu'il a parlé de l'être et du non-être, ou même de l'équivalence de l'être et du non-être. Franchement, l'équivalence de l'être et du non-être, c'est un thème de la mythologie indienne absolument archétypale et que l'on trouve un temps immense avant Parménide. Alors après, dans un deuxième temps, je dis bon, ça c'est pas la bonne piste. Et alors, qu'est-ce que fait Parménide réellement? Qu'est-ce que fait Parménide? Qui n'est pas parler de l'être et du non-être dans un récit plus ou moins mythique. Et j'introduis l'idée, appuyée sur les textes, mais ça je ne vais pas refaire toute la démonstration, j'introduis l'idée que ce que Parménide fait... Il faudra lire le livre. Oui, ça si vous voulez. Il faudra lire le livre, c'est sûr, dans le détail. Ce que fait Parménide, qui est tout à fait singulier, est, à mon avis, de l'ordre de l'acte, ou de l'ordre du geste, et non pas déjà, vous verrez pourquoi je dis déjà, et non pas déjà de l'ordre de la narration, ou du récit. Alors j'indique que ce point va être capital, parce que ce qu'on peut dire, c'est que toutes les traditions mythologiques, religieuses, dans lesquelles il est question de l'être et du non-être, sont expressément dans la figure d'un récit. C'est un récit, comme d'ailleurs le sont tous les livres sacrés. Les livres sacrés sont des récits. Et ma thèse, c'est que Parménide, bien qu'il ait encore un pied dans le récit, si je puis dire, avec ses déesses, etc., accomplit un geste qui n'est pas, lui, de l'ordre du récit. On peut dire que c'est ça la thèse fondamentale. Il commence la philosophie parce qu'il interrompt la conviction que tout discours général convaincant ne peut se faire que dans l'ordre du récit. Autrement dit, il rompt avec la mythologie en général, pris dans son sens le plus vaste, c'est-à-dire la conviction que c'est dans l'ordre d'un récit sacré que le vrai, le plus général, peut se dire. Et cela, je pense que Parménide est en coquetterie avec cela, il y a encore des déesses, etc. dans son affaire, mais que le geste qui est le sien ne se réduit pas à un récit, n'est pas même réellement de l'ordre du récit. Autrement dit, on va avoir chez Parménide la première tentative
d'une exposition exclusivement rationnelle de la question mise en jeu, sans avoir comme argument le principe de qui énonce un récit. Parce que, évidemment, dans le récit mythique, la validation du récit tient à l'énonciation elle-même. Elle tient à qui dit le récit. Et en général, d'une manière ou d'une autre, c'est finalement Dieu lui-même qui parle, par éventuellement des intermédiaires différents. Enfin, il y a un locuteur indiscutable qui garantit en quelque sorte la véracité du récit. Et d'ailleurs, un récit ne peut être validé comme vérité que de cette manière-là, finalement. Si on a confiance, quand on vous raconte une histoire, l'histoire est vraie à proportion de la confiance que vous avez dans celui qui la raconte, finalement. Hein, ça, c'est bien vrai. Peut-être qu'il raconte des blagues. Mais on fait généralement dans ce genre de récit l'hypothèse que Dieu ne raconte pas de blagues, que Dieu n'est pas menteur, et que par conséquent le récit qu'il raconte est vrai, et le récit mythologique est vrai. Dans Parménide, vous n'avez rien de ce genre, bien qu'il soit, je le répète, en coquetterie avec cela, parce qu'il est au bord encore de cette manière de faire, il est au bord de cette manière de faire, il n'y a pas de coquetterie avec ça, il y a un geste, un acte qui va s'efforcer d'être rationnel et de se revendiquer effectivement de la rationalité. Alors ça c'est la thèse générale, et je vais ensuite l'argumenter, d'abord en déterminant quel est ce geste, ensuite en l'examinant tel qu'il a été compris comme commencement par Aristote et par Platon, par les successeurs immédiats, par les fondateurs de la philosophie, en réfutant au passage divers détails de l'exégèse heideggerienne, et en terminant sur le fait que tout cela est sous condition réelle d'une invention tout à fait extra-philosophique, qui est l'invention mathématico-logique en tant qu'invention grecque. Alors je donne juste quelques jalons à cette affaire. Quant au geste de Parménide, ça n'est pas du tout de constituer un récit sur l'être et le non-être, c'est ce que j'appelle de nouer entre trois termes. Nouer, donc je dis, le geste de Parménide est un geste de nouage. Ce nouage consiste à nouer être, non-être et pensée. Et l'intervention de la catégorie de pensée comme telle, noé, la pensée comme acte, est fondamentale dans cette affaire. Donc, la caractérisation que je donne de Parménide, ce n'est pas du tout qu'il a parlé de l'être et du non-être, qu'il a dit l'être est et le non-être n'est pas, ce qu'il a dit en effet, mais après beaucoup d'autres, après quantité d'autres, mais c'est de tenter de faire un nœud singulier entre être, non-être et pensée, et j'établis, je pense que je démontre que ce nœud, comme si Parménide avait anticipé Lacan, c'est encore autre chose, que ce nœud est borroméen. Alors je rappelle ce que c'est qu'un nœud borroméen. Un nœud borroméen, c'est un nœud à trois termes, tels que deux des termes sont toujours reliés exclusivement par le troisième. Donc si vous coupez le troisième, les deux autres se détachent, et le nœud est défait. Donc la corrélation de deux des termes se fait exclusivement par le troisième, et ça tourne. C'est vrai pour chacun des trois termes, c'est eux qui nouent les deux autres. Et je crois qu'on établit, alors à partir du texte de Parménide, qu'en effet, Parménide procède à un nouage parménidien de trois termes, ou de trois brins, ou de trois ficelles, qui sont l'être, le non-être et la pensée. Alors la pensée est nouée à l'être via le non-être est lié à l'être via la pensée, etc. Alors, comment ça se donne dans le détail? Bon, c'est pas extrêmement compliqué, mais il y a un point qui est fondamental, c'est de savoir comment, finalement, le non-être, qui n'existe pas, qui n'est pas, dont Parménide ne cesse de dire ne vous occupez pas de lui, c'est une bête immonde, et comment intervient-il dans le nœud entre la pensée et l'être? Et ça, c'est là que je crois qu'on arrive au cœur de Parménide. En réalité, la pensée et l'être ne peuvent entrer en rapport l'un avec l'autre, c'est-à-dire être noués l'un avec l'autre, que sous condition du non-être. Vous allez me dire, si le non-être n'est pas, comment est-ce qu'il peut? Justement, vous ne pouvez nouer la pensée à l'être que si vous vous interdisez la voie du non-être.
Autrement dit, l'interdiction qui frappe l'existence du non-être, et qui est une interdiction, parce que Parménide dit « ne t'engage pas dans cette voie-là, ne va pas du côté du non-être », donc il est frappé d'interdiction. Cette interdiction est précisément ce qui rend possible la pensée de l'être. Et ce n'est que sous condition active d'une interdiction absolue de s'engager dans la voie du non-être que s'ouvre la philosophie. C'est-à-dire que s'ouvre l'existence d'une corrélation possible entre la pensée et l'être, voire même, comme dira à ce moment-là Parménide, que l'être et la pensée sont le même. C'est-à-dire que la pensée est réellement pénétrée, et consciente et résolue à se saisir de l'être. Donc, on a une figure qui, elle, n'a rien à voir évidemment avec les grands récits mythiques sur l'être qui sort de l'être, etc. On a une opération qui, à mon avis, est absolument fondatrice, et qui est qu'une décision de la pensée, en l'occurrence sous la forme d'un interdit, organise la liaison effective des termes les plus fondamentaux de l'opération mentale, qui sont le terme de l'être d'un côté et de la pensée de l'autre. Et c'est ce nouage paradoxal, par le biais d'une interdiction, qui caractérise Parménide. Alors voilà, là on a dit l'essentiel, hein, en fait. Mais l'essentiel, sauf que, pour passer à un autre aspect essentiel, et notamment du système d'Alain Badiou lui-même, puisqu'il y a le rapport avec la caractéristique absolument grecque de l'intervention du logico-mathématique, de la nécessité, par exemple, de démontrer, même ce qui est évident, est-ce qu'on peut... Là, c'est une pure spéculation, vous allez peut-être complètement me contredire. Est-ce qu'on n'a pas un indice dans votre enquête d'un spécialiste, lui, de la spéculation logico-mathématique, comme Aristote, aussi bien d'ailleurs Platon, vont employer des trésors de dialectique, déjà, même si ce n'est pas celle de Hegel encore, de dialectique, pour réfuter, sur des bases justement logiques, les idées de l'hypothèse parménidienne. Absolument, absolument. Mais cette hypothèse ne serait pas intéressante si elle n'avait pas eu affaire aussitôt en philosophie à des réfutations consistantes. Évidemment, le nouage dont je dis est un nouage primitif, un nouage qui commence, parce qu'il n'a pas de précédent. Je pense qu'il n'a pas de précédent, réellement, que cette idée de placer la possibilité de la pensée sous la condition d'une décision singulière de la pensée elle-même, ça, je pense que ça n'a pas de précédent, et ce sens, pour moi, c'est en cela, véritablement, que Parménide commence la philosophie. L'histoire n'est pas terminée parce qu'il y a des conditions. Enfin, après, il faut examiner sous quelles conditions Parménide a pu dire ça. Mais évidemment, à peine Parménide a-t-il dit ça, que la philosophie ayant commencé, commence naturellement par la réfutation des prédécesseurs, comme elle a toujours fait. Donc, Parménide est d'autant plus le premier de la philosophie que Aristote et Platon vont immédiatement tenter de le réfuter, tout en se déclarant ses fils. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça, la figure du parricide est extraordinaire. C'est-à-dire que Platon dit « je suis le fils de Parménide ». Et Aristote, lui, ne manque pas non plus de dire « nous, platoniciens ». Hein, qui est très curieux parce qu'il dit pique-pendre de Platon constamment, mais nous, platoniciens. Alors, on a un premier fils qui assassine le père, Platon, et on a un fils du fils qui assassine le fils, en tant que, ce faisant, il assassine aussi le grand-père. Ça commence comme ça, la philosophie, c'est normal. Le début de toute tradition culturelle, on sait ça depuis Freud. Le meurtre du père est premier. Et encore faut-il que le père exerce une paternité quelconque, c'est-à-dire qu'on puisse se réclamer de lui. Ce dont on se réclame, c'est le nouage. Ça, c'est invariable. C'est-à-dire que c'est bien, être, non-être, penser, sont noués, et c'est ce nœud borroméen qui constitue le noyau dur de la philosophie depuis toujours. Simplement, quand vous avez dit qu'il y a un nouage, vous n'avez pas encore dit comment il y a ce nouage. Et là, il faut distinguer les différentes manières de nouer. Et la philosophie, c'est finalement les différentes manières de faire tenir ce nœud, c'est-à-dire de savoir à quelles conditions le nœud existe, à quelles conditions il est coupé. Ce que Platon va dire, en plus il est malin, Platon, il ne le dit pas lui-même. C'est même pas Socrate qui parle là. C'est un personnage qui est justement venu d'Élée, la ville de Parménide.
C'est un vrai fils, lui, alors. Et même, il discute pas avec Parménide, mais avec Zénon. Et alors, là, l'étranger délai, il arrive, et Platon lui fait faire le boulot. Comme il fait toujours. Il est un personnage très camouflé, Platon. Il n'y a pas de texte de Platon. C'est d'autres qui parlent. Et alors, ce que l'opération de Platon, sous le masque de l'étranger délai, ça ne va pas être du tout de dire qu'il n'y a pas le nœud. Ça, il ne va pas du tout dire ça. Il va absolument pas dire que il faut réfuter Parménide en disant c'est pas vrai, être, non-être et penser, c'est pas noué, pas du tout. Il va dire exactement le contraire. Il va dire que la façon dont Parménide noue le nœud de la pensée et de l'être, par le non-être, est une mauvaise pensée. Elle ne permet pas de nouer complètement la pensée à l'être. Alors, et donc, on va dire quoi alors? Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire qu'il ne faut pas interdire le non-être. C'est-à-dire, ça n'est pas en interdisant le non-être, action de Parménide, qu'on doit nouer l'être et la pensée, c'est en faisant autre chose du non-être. Alors, quoi du non-être? Est-ce que ça veut dire que le non-être est? Alors Platon, là, toujours un peu rusé, va dire non, c'est pas exactement ça. Dire que le non-être est, c'est grossier quand même, c'est pas fin. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est lui donner un autre nom. C'est-à-dire, on ne va pas l'appeler le non-être, on va l'appeler l'autre. Et donc, l'opération du nouage consiste, chez Platon, non pas du tout à interdire le non-être, mais à le surnommer. Hein. Comme ça, on le laisse dans son non-être, tout en le faisant apparaître dans le signifiant, en quelque sorte, sous un habit nouveau, qui permet de l'accepter comme noueur, justement, des deux autres. Parce que ce que Platon explique après, c'est que sans l'autre, on ne peut pas arriver à penser la corrélation de la pensée et de l'être. Donc c'est bien l'autre qui va nouer les deux autres. Mais cet autre, en réalité, c'est le masque du non-être. C'est-à-dire que c'est ce qui évite à Platon de dire vraiment que lui, il noue directement la pensée et l'être par un non-être qui existe. Il le noue par l'autre. Alors, l'autre, il explique très bien, l'autre, c'est le non-être, mais exclusivement au sens où c'est pas le même, l'autre. Alors, est-ce que n'être pas le même, c'est la même chose que ne pas être? On laissera cette question dans des ténèbres obscures. Tu vois. En tout cas, ce qu'on aura fait, c'est sauver le nouage parménidien tout en levant l'interdit. C'est une opération filiale typique. Ça. Finalement, ce qu'on va retirer au père, c'est son droit d'interdire. Hein. On va dire non, 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 ne m'interdis pas le non-être. Combien de fils depuis disent d'une manière ou d'une autre ne m'interdis pas le non-être au père. C'est ce qu'ils passent leur temps à raconter, les fils. Ne m'interdis pas le non-être. Et alors, qu'est-ce que je dois faire si j'ai plus le non-être? Eh bien, autre chose. Autre chose. C'est merveilleux, c'est exactement comme ça que le sophiste, ce texte prodigieux, est agencé. Donc, deuxième nouage qui n'est pas fondé sur l'interdit absolu et rigoureux du non-être, donc sur un impératif pratique, mais qui est fondé sur une substitution nominale où l'autre, forme en réalité atténuée, affaiblie du non-être, vient remplacer dans le nouage le non-être. Quant à Aristote, lui, il va faire il est moins timoré. Il va dire en réalité la pensée a rapport aux deux, à l'être ou au non-être. Voilà. Parménide en fait toute une histoire, mais moi non. Mais en même temps, il va maintenir le nœud, naturellement. Il va dire la pensée pense aussi, elle est ce qui noue l'être et le non-être. Il va déplacer les choses. Il va dans le nouage borroméen, mais le point clé, c'est que la pensée est en état de nouer l'être et le non-être, sans problème. Et qu'est-ce que c'est le nœud de l'être et du non-être? C'est le mouvement. C'est la nature, c'est ce qu'il y a. Partout où que nous regardions, on ne voit que ça, du nœud de l'être et du non-être. Et là, il est anti-parménidien. Alors justement, il est complètement anti-parménidien sur ce point, mais ce qui est très étrange, c'est un véritable symptôme, c'est que chaque fois qu'il parle de Parménide, Aristote, l'intimidation du grand-père est suffisante pour qu'il le mette en exception des autres présocratiques. Les autres présocratiques,
Il dit bah, ils n'ont rien vu du tout, qu'est-ce qu'ils ont réduit l'être à l'eau, au feu, là. En plus ils ont... tout ça c'est de la mythologie. Mais chaque fois il dit Parménide par contre est le seul à être cohérent. Il lui reconnaît la cohérence, Parménide. Et donc il lui tire quand même un coup de chapeau avant de dire que c'est une cohérence dont il faut se passer, parce que, dit-il, les conséquences de sa cohérence sont ridicules. Alors, il y a ceux qui sont ridicules parce qu'incohérents, c'est-à-dire tous les autres, Thalès, Anaxagore, etc. Puis il n'y en a qu'un qui est, qui est ridicule, mais par cohérence, par trop de cohérence. Et en ce sens, il le salue de nouveau, le grand-papa, quand même, hein, et il ne le met pas sur le même plan que les autres. Tout ça nous montre quoi? Nous montre que Parménide est reconnu par l'ensemble des philosophes grecs, et puis finalement par la philosophie, qu'elle le veuille ou non, comme le père, parce qu'il a proposé un nouage fondamental dans lequel la philosophie se meut. Il est ensuite évidemment contesté par les figures particulières de ce nouage, qui sont remplacées par d'autres, et qui font que les brins ne sont pas les mêmes. Alors ça, c'est ce que j'appelle, c'est ce que j'appelle le codage du nœud. Au fond, le nœud borroméen, il a sa structure générale, ça c'est le nouage, et puis il y a la manière dont chacun des brins se distingue des deux autres. Et ça, c'est ce que j'appelle le codage. Alors, en gros, l'histoire de la philosophie, pour faire très court, et comme ça vous en serez débarrassé de ça pour toutes, c'est l'invariance d'un nouage et des variations infinies du codage. Voilà. C'est comme ça que ça se présente, et ça commence dès Aristote et Platon, qui ont trouvé moyen de proposer deux codages différents. Alors, ça, voilà, ça c'est le gros du travail. Et puis après, il y a quand même se demander, mais finalement, quelles sont les conditions sous lesquelles opère Parménide? C'est-à-dire, quel est le type de rationalité dont il se prévaut? C'est-à-dire, quel est le type de rationalité? Pourquoi cette rationalité prend la forme de quelque chose d'interdit? Et pourquoi est-elle constamment négative? Pourquoi passe-t-il son temps à dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne va pas dans cette direction, etc. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et alors, j'introduis la thèse, là aussi c'est mon ultime démonstration, que ce qu'il y a derrière, c'est en fait l'avènement dans le monde grec, à la même époque, de la rationalité mathématique, dans une forme tout à fait spécifique qui est celle du raisonnement par l'absurde. En réalité, Parménide, c'est l'injection du raisonnement par l'absurde dans la rationalité philosophique. Et raisonnement par l'absurde, dans lequel je ne vais pas m'étendre, mais dont vous savez tous, qu'il consiste précisément, non pas à partir d'une affirmation pour aller à une autre affirmation, puis à une autre, mais à faire l'hypothèse que ce qu'on veut démontrer est faux, de manière à démontrer que c'est vrai. C'est-à-dire que ça part précisément de la thèse interdite comme telle, pour montrer qu'en réalité, si cette thèse est fausse, alors il s'ensuit des choses désastreuses, et il faut revenir, par conséquent, à l'affirmation, là où on avait opéré la négation. Vraiment, par l'absurde, ça consiste à démontrer quelque chose en démontrant la fausseté de sa négation, et non pas directement la vérité de son affirmation. Or, c'est exactement ça dans Parménide, c'est-à-dire que Parménide, au fond, la théorie parménidienne de l'être, c'est qu'il est inscrit dans le nouage de la pensée du non-être, et qu'on établit cela, non pas en décrivant directement les vertus de l'être, mais en décidant, en affirmant l'impossibilité, en frappant d'interdit le non-être. Donc en réalité, l'être de Parménide, c'est largement le non-non-être, c'est-à-dire la loi de la double négation. C'est essentiellement en congédiant le non-être qu'on a une chance de parvenir à une pensée de l'être, et la structure sous-jacente, c'est à l'évidence celle du raisonnement par l'absurde, et en effet, dans l'histoire grecque, retracée à cet égard par un livre magnifique d'un Hongrois qui s'appelle Szabó, sur les origines de la rationalité mathématique en Grèce, on s'aperçoit qu'à l'époque même de Parménide, on trouve non seulement les premiers rudiments de la mathématique grecque, mais les premières formes explicites et mathématisées du raisonnement par l'absurde. Je conclus donc l'ensemble de cette affaire en disant que Parménide peut se résumer en deux affirmations. Premièrement, il est fondateur et il commence la philosophie grecque par la proposition d'un nouage rationnel de l'être, du non-être et de la pensée. Et
Après quoi, ceci est reconnu comme l'origine, quitte à le déformer ou à le transformer. Et puis, deuxièmement, ça n'a été possible, ça, que sous condition d'une reconnaissance de la validité des raisonnements indirects. C'est-à-dire des raisonnements qui passent par la négation au lieu de passer directement par l'affirmation de la thèse, c'est-à-dire du raisonnement par l'absurde. Et donc Parménide fonctionne à l'aurore de la pensée grecque, dans une espèce de coprésence entre la thématique philosophique et l'invention mathématique. Et c'est cette coprésence aussi qui fait le caractère extraordinaire du poème de Parménide, qui est en réalité le poème de la rationalité naissante dans la conjonction des mathématiques et de la philosophie. Ouais. Au passage, évidemment, on congédie l'interprétation heideggerienne de Parménide, parce que l'interprétation heideggerienne de Parménide, c'est exactement tout le contraire. C'est que lui, Parménide, a affirmé oralement la co-appartenance de l'être et du non-être, et ce geste fondamental, pré-philosophique d'une certaine manière, a été oublié dès le début par la philosophie, puisque déjà Platon, en réalité, renonce à ce geste qui est resté suspendu et oblitéré, jusqu'à Heidegger. Et encore Heidegger se contente de promettre qu'on va en sortir, mais il se garde bien d'en sortir vraiment. Il vend un peu des promesses. Tandis que Parménide, non. Parménide, non seulement ne promet rien, mais il montre surtout que le geste premier de la pensée rationnelle inclut toujours une figure d'interdiction. Je ne sais pas s'il y avait des questions éventuelles, j'en ai d'autres éventuellement, mais la question qu'on peut se poser évidemment, enfin qui semble évidente, c'est à partir de là, ces séminaires vont quand même beaucoup contribuer à votre propre travail de construction d'un système philosophique, donc justement un des axiomes fondamentaux quant à l'ontologie, c'est précisément que tout ce qui peut être dit de l'être est dit dans les mathématiques. Alors, est-ce que... évidemment, je ne vais pas vous demander de nous résumer votre travail, mais le rapport là... à Parménide. Non, je veux dire. Et la suite, ce rôle fondamental des mathématiques comme porteuse du seul discours dissible, enfin la seule parole dissible sur l'être en tant qu'être non déterminé, sans qualité, sans prédicat, etc., modestement personnel et évidemment des points essentiels et positifs du système d'Alain Badiou, qui, je le rappelle quand même, à ma connaissance, le seul philosophe qui nous ait produit un système philosophique depuis fort longtemps. Est-ce qu'on peut justement établir le nœud, ou au moins l'articulation sommaire avec Parménide? Oui, ça, je crois assez simplement. En vérité, si je cherche où est le douage, le douage, c'est que la pensée mathématique procède à une théorie des multiplicités qui est simultanément une théorie du vide. Et donc, puisque la hiérarchie des schèmes qui permettent de comprendre ce que c'est qu'une multiplicité, c'est-à-dire, grosso modo, la théorie des ensembles et ses ramifications, est entièrement édifiée au départ, axiomatiquement, à partir de l'énoncé selon lequel une multiplicité est composée de multiplicités, donc elle n'est pas composée d'atomes, elle est composée de multiplicités, lesquelles sont composées de multiplicités, et ainsi de suite, selon une régression qui ne s'achève pas précisément par l'un, mais qui s'achève par le vide, par l'absence de tout élément. Et donc, cette corrélation, nous, dans la pensée mathématique, et par la pensée mathématique, elle noue évidemment l'être et le non-être. C'est-à-dire que
la forme multiple générale ne peut être rationnellement pensée comme telle que à travers un nouage d'une pensée spécifique, la mathématique, qui opère en effet la construction d'une théorie générale du multiple dans un nouage qui ne peut pas être défait pour la pensée elle-même, sans incohérence, au vide comme tel. Alors évidemment, c'est pas parménidien non plus, parce que du point de vue du codage, c'est pas parménidien. Mais du point de vue du nouage, ça continue à l'être, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Et il reste indéniable que dès qu'on est dans le champ de la rationalité philosophique, on retrouve le nouage parménidien. C'est-à-dire, on retrouve le fait qu'il doit y avoir un nouage entre être, pensée et non-être. Là, ça va être entre multiple, vide et mathématique. Voilà. Et ce nouage entre vide, multiple et mathématique, il est constitutif de ce que moi je vais appeler la doctrine de l'être. Après avoir repris ce nouage, je me dis, finalement, il a été confié aux mathématiques. Ça, c'est pas... Parménide ne l'avait pas prévu. Parce que ça, c'est mathématique entièrement, ce que je dis. C'est déjà ce qui va forcer Aristote, quand il veut réfuter par exemple certains paradoxes de Zénon, à se poser des problèmes purement mathématiques sur l'infini. Non, mais la mathématique circule tout du long. Voilà, c'est ça. Mais là, elle ne circule pas sous la forme qui est la mienne, à savoir que la mathématique, c'est l'ensemble de la pensée qui se prononce sur l'être en tant qu'être. Ça rôde, depuis Parménide, puisque j'ai dit, malheureusement par l'absurde et chez Parménide, ça rôde chez Platon de façon manifeste, ça rôde pas trop chez Aristote. Lui, les mathématiques, c'est pas son affaire. Il pense que ça appartient à l'esthétique, les mathématiques. Aristote, il dit, les mathématiques, c'est très beau. C'est vrai d'ailleurs que c'est très beau. Mais il les met un peu de côté, comme ça. Parce que lui, il est déjà orienté vers l'idée que peut-être l'être, c'est Dieu. Il est déjà très orienté là, dans la métaphysique. La fin de la métaphysique, c'est quand même que l'être, l'acte pur, c'est-à-dire l'être en tant que tel, c'est quand même finalement un Dieu. Donc il ouvre la période théologique. Il est déjà du côté de Malebranche, de sa façon. Oui, moi je pense que le tournant de la philosophie, c'est le tournant théologique de la philosophie commence avec Aristote, il ne commence pas avec Platon, ça je ne pense pas. C'est une interprétation tendancieuse et erronée de Platon. Et chez Aristote, quand même, chez Aristote, on a les premières preuves rationnelles de l'existence d'un Dieu. C'est quand même lui qui a inventé le genre. Voilà, mais alors, donc sur les mathématiques, c'est ça, mais d'un certain point de vue, ça signifie aussi que si Parménide a commencé la philosophie par le nouage borroméen des trois termes être, non-être et pensée. Mais si la théorie de l'être en tant qu'être reprend ce nouage, mais de l'intérieur d'une disposition théorique qui n'est plus la philosophie, du tout, là, qui est la mathématique pure, alors il y a quand même un déplacement, parce qu'avant on se demande de quoi s'occupe la philosophie, c'est bien vrai. C'était votre première question. Et la vérité dans tout ça. Eh ben voilà. Eh bien voilà. Mais il y a un point quand même très important à souligner, c'est-à-dire que lorsque je dis ce que je suis en train de dire là, que la pensée de l'être en tant qu'être, pour autant qu'elle soit rationnelle, pour autant qu'elle ne soit pas de l'ordre du récit mythique, de la légende, de la poésie, c'est les mathématiques, quand je dis ça, c'est pas un énoncé des mathématiques tout de même. Donc l'énoncé du nouage reste philosophique. Parce que les mathématiciens, l'être en tant qu'être, ils n'en ont rien à faire. C'est pas un de leurs objets. Le triangle, un topos, un espace métrique, bon, tant que vous voulez, l'être en tant qu'être. Beaucoup plus Aristote, c'est le fini et l'infini. D'ailleurs, il passe beaucoup de temps à sauver l'infini face, par exemple, à la flèche. Ah ben ça, bien sûr, mais l'infini, ça c'est encore une autre affaire. On ne va pas la débattre ce soir. Oh non, 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 non. D'ailleurs, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous inviter, enfin il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, et si je vais vous inviter à conclure, et puis après ce sera le réconfort. Oui, ça c'est normal d'être récompensé à la fin. Non, mais pour conclure,
je dirais ceci. Malgré tout, il faut quand même... Heidegger est en voie d'être maudit, mais avec mon sens du contre-courant, je voudrais quand même dire un mot en sa faveur, en laissant de côté les histoires, sur ce point précis. Comme vous l'avez bien entendu, je suis tout à fait en désaccord avec l'interprétation heideggerienne de Parménide. J'estime que par en dessous, il y a quelque chose qui, en effet, déjà laisse entendre l'exposition de Heidegger à la puissance du récit. Parce que le fascisme, c'est aussi le pliage de la politique sous la forme d'un récit. C'est pas pour rien que Coulabart et Nancy ont écrit quelque chose sur le mythe nazi. L'idéologie nazie, c'est entièrement de l'ordre de la fable, du récit, récit légendaire. Or, ce point, c'est-à-dire l'idée que l'essence de la philosophie ne doit pas être cherchée du côté de la rationalité mathématique, mais doit demeurer du côté du récit, est absolument présent chez Heidegger dans l'analyse de l'histoire de la philosophie elle-même, lorsqu'il valorise chez Parménide tous les aspects qui, d'une certaine façon, sont justement les aspects qui n'ont rien à voir ni avec le nouage, ni avec le raisonnement par nature, ni avec rien de ce genre, mais avec l'espèce de fascination esthético-grandiose que suggèrent les fragments de Parménide. Il dit, par exemple, on est devant eux comme devant ces énigmatiques statues archaïques des Cyclades. Enfin, voilà. Mais dire ça, c'est quand même renvoyer à l'origine de la philosophie, du côté de l'esthétique du récit, et donc je suis en désaccord absolu avec ça. Ceci dit, c'est quand même lui qui est revenu, après une longue interruption, qui est revenu avec obstination sur cette question de l'origine de la philosophie, de la situation, de la signification de Parménide, d'Héraclite, etc., qui a donné des analyses locales brillantes de leurs textes, même si l'interprétation générale me paraît périlleuse, exposée, et c'est quand même aussi lui qui s'est demandé qu'est-ce qui s'était passé entre ces gens-là et Platon. Voilà. Et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question, parce que cette histoire du parricide, c'est quand même la constitution platonicienne de l'origine comme figure paternelle barrée, comme père barré, et c'est une histoire tout à fait extraordinaire, et il faut reconnaître à Heidegger le mérite d'être allé farfouiller de ce côté-là, en disant, si on ne veut pas rester dans la métaphysique théologique, si on ne veut pas rester finalement dans les avatars rationalisés du récit religieux, eh bien il faut aller voir ce qui s'est passé au début. Et ça, c'était un geste, en tout cas probablement nécessaire, et c'est bien pour ça que j'ai moi-même fait un séminaire sur Parménide. Voilà. Eh bien, merci Alain Badiou. Ah, si, une question. Oui, par rapport donc, du coup, à la généalogie que vous venez de broder et cette idée donc, fondamentale du nœud borroméen, si j'ai bien compris, j'aurais juste été intéressé de savoir comment est-ce que vous positionnez la pensée de Sartre par rapport à ça, c'est-à-dire l'idée que c'est par la conscience, si j'ai bien compris, bon ça ce qui n'est pas sûr, mais c'est par la conscience que le néant vient hanter l'être, et donc n'a-t-on pas, le non-être et l'être n'en deviennent-ils pas plus intimement mêlés, et comment vous intégrez ça du coup à ce triptyque Ah ben c'est Sartre, le triptyque est un nu au contraire, et c'est absolument un nu, parce que vous avez la détermination de l'être en soi. La détermination de l'être en soi, c'est immédiatement qu'il est proprement impensable. Il n'est pas noué à la pensée. Il n'est pas noué à la pensée. Et c'est pour ça que quand Sartre parle de l'être en soi, il en parle plutôt, lui, alors de nouveau dans le récit. Alors c'est pas le récit religieux, mais c'est le récit romanesque. Hein. Les grands textes de Sartre sur l'être en soi, c'est la nausée, c'est voilà, l'analyse du gluant, du glissant, tout ça, qui sont des métaphores. Parce qu'évidemment, l'être en soi n'est ni glissant, ni gluant, ni nauséeux, ni rien du tout. Il est précisément rien du tout. C'est rien de tout ça. Donc ce sont des métaphores inappropriées, ce qui prouve qu'on est en déliaison. Alors,
Après quoi, il y a c'est pour ça que la néantisation est ce qui rend possible la pensée de l'être. Donc en réalité, être et non-être ne sont noués que dans la figure de la conscience, elle-même n'étant ressaisissable, rethématisée, que dans la pensée philosophique. Donc, la figure être, non-être, pensée est absolument nouée par quoi? Par la philosophie de Sartre. L'être et le néant. Mais c'est le livre qui lie l'être et le néant. Vous avez l'être et le néant, et puis l'être et le néant de Sartre. Et ça, c'est le nouage.